Qu'est-ce qui trouble vraiment Paris et Washington? Est-ce la vue d'enfants en uniforme sous la pluie? Ou bien l'apparition d'une génération qui ose se penser libre, enfin? Ce camp Faso Mabo n'est pas une colonie de vacances. C'est une promesse de renversement. Chaque uniforme porté n'est pas une soumission, mais un symbole, celui d'une génération qui décide de son destin. Chanter en moret, marcher dans la boue, cultiver la terre ensemble, voilà la révolution. À Ouagadougou, sous une pluie battante, 408 enfants se tiennent droit, sans parapluie, sans plainte. Aucune recherche de confort, aucune hésitation. Seulement la discipline, et cette voix puissante, jaillissant non pas en français ni en anglais, mais en moré. Une langue ancienne, mémoire vivante d'un peuple longtemps réduit au silence. Mais pourquoi cette scène, si simple en apparence, dérange-t-elle autant les capitales occidentales? Pour le comprendre, il faut regarder au-delà des images, explorer l'histoire, les peurs et les espoirs qui se jouent dans chaque uniforme, chaque pas sous la pluie. Regardez bien ces images. Sur les écrans occidentaux, elles inquiètent. Uniformes impeccables, rangs serrés, regards graves. Déjà, les médias de Paris à Washington murmurent « militarisation déguisée ». Pourtant, sur place, la réalité est tout autre. Pour la première fois, le Burkina Faso voit naître une jeunesse qui refuse l'imitation et la facilité héritée. Une jeunesse qui s'exerce à la rigueur, à la solidarité, à la créativité, à la responsabilité. La question demeure, dérangeante, assiste-t-on à une militarisation insidieuse ou à la plantation d'une graine de souveraineté qui, demain, pourrait bouleverser tout un continent? Pour comprendre ce qui s'est vraiment joué pendant ces 10 jours qui ont secoué tant de certitudes, il faut revenir à l'histoire et au contexte social du Burkina Faso. Avant de juger, demandez-vous, mesurez-vous vraiment le poids du passé du Burkina Faso sur chaque uniforme porté aujourd'hui? Ce n'est pas seulement une question d'histoire, c'est une question de survie, de dignité et de choix. Avant de comprendre la portée de ce camp, il faut revenir sur l'histoire du Burkina Faso et les raisons de cette quête de souveraineté. Car rien n'est jamais simple ici, entre héritage et rupture. Le pays a connu des décennies de troubles, de colonisation, de coups d'État, d'instabilité et de guerre par procuration. Chaque enfant en uniforme porte sur ses épaules le poids d'un passé lourd, mais aussi la promesse d'un avenir différent. Car si cette jeunesse est incomprise, caricaturée ou brisée par de vieux récits, la souveraineté même de l'Afrique risque d'être étouffée à nouveau, piégée par de nouvelles chaînes. Les exemples historiques abondent. Pensez aux années 60, lorsque de nombreux pays africains célébraient leur indépendance, sur le papier, mais restaient prisonniers de systèmes éducatifs hérités de la colonisation. Souvenez-vous du Congo, du Ghana, du Bénin, où chaque tentative d'émancipation a été freinée par la peur de l'inconnu ou par la pression des anciennes puissances. Revenons un instant en arrière. Pendant des décennies, les enfants du pays étaient envoyés se battre dans des guerres qui ne leur appartenaient pas. Sous la colonisation, la jeunesse burkinabé grandissait dans la contrainte, le silence et la peur. Leur vie était sacrifiée sur des terres étrangères pour des drapeaux inconnus et des causes qui les dépassaient. On se souvient par exemple des tirailleurs sénégalais dont faisaient partie de nombreux Burkinabés envoyés sur les champs de bataille européens lors des Premières et Secondes Guerres mondiales. Des familles entières restaient sans nouvelles, des enfants grandissaient sans père, marqués à jamais par l'absence et l'injustice. Puis vint l'indépendance. Sur le papier, elle promettait tout. En réalité, la corruption, la violence et la terreur ont continué de ronger le pays. Les familles ont appris à se méfier, à se taire, à survivre. Mais survivre n'a jamais suffi pour vivre pleinement. De la révolution de Thomas Sankara à l'instabilité chronique des années 90, le Burkina Faso a cherché sa voie, souvent à tâtons, parfois dans la douleur. C'est là qu'est né le camp Faso Mabo, un projet inédit. Pendant 10 jours, des centaines d'enfants ont quitté le confort de leur foyer, troqué leur téléphone contre un simple matelas, partagé les repas, les corvées et les efforts. Ensemble, ils ont redécouvert la force du collectif, le respect et l'effort partagé. Dans cette brûlure, un besoin est né. Retrouver discipline et résilience. Non pour façonner des soldats, mais pour bâtir des citoyens capables de résister à la fatalité, de déjouer la manipulation. Sans discipline, pas d'avenir. Sans solidarité, aucune force. C'est le même besoin qu'ont connu d'autres peuples à des moments charnières.
On pense à la Corée du Sud des années 60, qui, sortant de la guerre, a misé sur la rigueur et l'éducation collective pour rebâtir le pays. Ou à Singapour, qui, après son indépendance, a misé sur la discipline et l'ordre pour transformer une île pauvre en puissance mondiale. Alors, la question demeure, pourquoi ce camp dérange-t-il autant, en Afrique comme en Occident? Ce que beaucoup d'observateurs étrangers ne saisissent pas, c'est que ce camp représente une rupture inédite pour le Burkina Faso. Ici, il s'agit de reprendre la main sur l'éducation de la jeunesse, de transmettre des repères solides, là où l'État et les familles ont longtemps manqué de moyens. Chaque uniforme n'est plus symbole d'asservissement, mais d'une volonté de renaissance. Mais ce camp n'est pas un camp militaire ordinaire. On y enseigne la solidarité, la créativité et l'apprentissage moderne. Après les exercices du matin, les enfants participent à des ateliers de codage, d'écologie, d'art. La discipline y devient tremplin vers l'autonomie, pas simple obéissance. Ce modèle rappelle celui des kibboutz israéliens des années 50, où jeunes et moins jeunes construisaient ensemble, partageaient tout, apprenaient à vivre en communauté et à se prendre en main, loin du confort individuel. Militarisation ou révolution discrète? Qui, au fond, craint vraiment le Faso Mabo? Fermer les yeux sur ce contexte, c'est risquer de répéter l'histoire. Dépendance, perte d'identité, jeunesse abandonnée. C'est laisser l'avenir du continent aux influences extérieures, sans alternative, sans espace pour rêver autrement. Rappelez-vous le Rwanda post-génocide. C'est en misant sur une formation citoyenne rigoureuse et sur l'encouragement à l'initiative locale que le pays a pu renaître de ses cendres. Ce malaise révèle bien plus qu'un simple débat sur l'éducation. Il expose les fractures, les peurs et les espoirs d'un continent en quête de souveraineté. Ce n'est pas seulement une question de méthode, mais une lutte pour le droit de définir soi-même son avenir. À l'ouest, les gros titres s'emballent. Endoctrinement, enfants soldats, danger imminent. Des images d'enfants en uniforme, alignés sous la pluie, circulent sur les réseaux. On accuse, on s'alarme. Le Burkina Faso jouerait-il avec le feu? Discipline ou embrigadement, la frontière semble trouble aux yeux étrangers. Ce contraste dérange et interroge. En Occident, l'uniforme évoque l'obéissance aveugle et la peur. Au Burkina Faso, il incarne la fierté retrouvée, la dignité partagée. Pour beaucoup, la discipline devient promesse, celle d'un avenir où l'on agit, où l'on façonne son propre destin. Cela rappelle la tradition japonaise du seiza, où s'asseoir droit en silence exprime respect et engagement, non soumission, mais présence à soi et aux autres. Mais sur place, la scène est tout autre. Ici, pas d'armes, pas de slogan belliqueux. Les enfants n'apprennent ni la parade, ni la soumission. À la main, ils tiennent la trouelle, le pinceau ou le clavier. Les matins sont rythmés par la construction, la programmation, la création. Ce n'est pas la guerre qu'on enseigne, mais l'autonomie, la débrouillardise, l'estime de soi. On se souvient de ce garçon de 13 ans qui, après avoir construit un banc pour sa classe, a déclaré « Je me sens utile, je veux faire plus pour mon école ». Les parents le voient, leurs enfants rentrent changés, plus responsables, plus confiants, capables d'inventer, de collaborer, de se dépasser. Certains découvrent l'informatique, d'autres plantent leur premier arbre fruitier, d'autres encore osent chanter en public dans leur langue. Le camp n'est pas une caserne, mais un laboratoire de transformation. Une mère témoigne. Mon fils était timide, il s'exprime, il propose des idées, il veut organiser un potager à la maison. Pourtant, les caméras étrangères cadrent rarement les ateliers de musique, les séances d'écologie, les repas partagés. Ce silence n'est pas neutre. Il façonne le récit et fait disparaître la nouveauté. On préfère montrer la pluie, la marche, l'ordre, et passer sous silence les moments de partage, de rire, d'invention, d'apprentissage collectif. Mais la révolution du Faso Mabo avance à petits pas. Un enfant qui code son premier programme, un autre qui organise la plantation d'une haie, une jeune fille qui peint l'école pour la boîté du geste. Ce sont des exemples concrets et quotidiens, loin des fantasmes d'embrigadement. Si la vision occidentale finit par s'imposer, elle menace d'étouffer les alternatives africaines avant même qu'elles ne germent. Elle risque de discréditer toute éducation fondée sur la créativité, la fierté et l'autonomie. C'est le même risque qu'ont connu d'autres pays du Sud, comme l'Inde, dont les écoles alternatives ont longtemps été décriées avant d'être reconnues comme moteurs d'innovation. Le vrai choix est là. Voir dans cette expérience une menace ou reconnaître la naissance d'une génération capable de rêver et de bâtir seule.
Faut-il s'inquiéter de 100 enfants qui plantent des arbres, repeignent des murs, apprennent à coder? Ou faut-il s'en réjouir, comme on s'est réjoui des scouts ou des mouvements de jeunes qui ont construit l'Europe d'après-guerre? Mais jusqu'où cette expérience peut-elle aller avant d'être stoppée? La question de la légitimité et des limites du Faso-Mabo se pose sur fond de pression et d'espoir contradictoires. L'histoire regorge d'initiatives citoyennes qui se sont heurtées à la méfiance ou à la répression. Souvenons-nous des printemps arabes ou des mouvements de jeunesse en Amérique latine, souvent étouffés par peur du changement. Mais le souffle dépasse les murs de l'école. Politiquement, cette génération met au jour ce que le gouvernement peinait à prouver avec des tableaux. Une jeunesse debout, digne, active, décidée à porter l'avenir du pays. Ils n'attendent plus les discours ni les plans venus d'en haut. Leur action donne chair à cette souveraineté tant évoquée mais rarement incarnée. Rapidement, l'initiative fait tache d'huile. Partout, des mini-camps citoyens naissent, sans financement, parfois sans consigne officielle. Parents, associations, jeunes eux-mêmes recréent ces espaces où l'on découvre la discipline et la responsabilité. L'effet domino démarre. Chacun veut prouver qu'il peut faire sa part, que la souveraineté ne s'ordonne pas, mais s'apprend et se vit, pavé après pavé. À Bobo-du-Laçon, par exemple, des élèves ont lancé un club de lecture en morée pour transmettre la langue à leurs cadets. À Kaya, c'est un jardin communautaire qui a vu le jour, entretenu par des adolescents inspirés par le camp. Et si l'arme secrète de l'Afrique n'était pas la force brute, mais la puissance d'inspirer et de transformer? Car ce qui a germé dans une simple cour d'école s'est répandu comme une onde, bouleversant habitudes et certitudes. Là où l'on attendait des méthodes importées, ce sont des modèles qui ont surgi. Dans les classes, élèves et maîtres ont changé de posture. Les enfants, autrefois jugés indisciplinés, deviennent les exemples d'un quartier entier. Les enseignants, parfois usés, retrouvent du sens, galvanisés par l'énergie neuve de cette jeunesse en pleine métamorphose. Une directrice d'école raconte « Jamais je n'aurais cru voir mes élèves organiser une collecte de déchets, repeindre la cour, créer une pièce de théâtre sur l'histoire du pays. » Ce sont aussi les regards des anciens qui se transforment. Pour de nombreux ex-combattants, voir ces enfants unis, créatifs, disciplinés, c'est un choc. Certains murmurent, non sans nostalgie, si nous avions eu cela, l'Afrique serait libre depuis bien longtemps. Ce n'est pas un reproche, mais une invitation à rêver une autre histoire, celle d'un continent où la résilience circule, non par le souvenir des luttes, mais par l'exemple d'une jeunesse bâtisseuse de liberté au quotidien. Un ancien combattant explique « Ce que je n'ai pas pu obtenir avec les armes, eux l'obtiendront avec des idées. » L'écho franchit les frontières. Dans la diaspora, on partage les vidéos, on débat de cette révolution silencieuse qui remet l'éducation au cœur de la souveraineté. Des institutions étrangères s'interrogent. Et si la solution venait d'ici, de cette capacité à transformer la jeunesse sans attendre un modèle extérieur? Ce qui était perçu comme une anomalie suscite désormais respect et imitation. À Montréal, des associations burkinabais organisent des ateliers de solidarité et de codage inspirés du Faso-Mabo. À Paris, des étudiants africains débattent. Pourquoi ne pas créer notre propre camp citoyen? Mais une question demeure. Cette transformation survivra-t-elle aux résistances et aux doutes? Ou bien sera-t-elle étouffée avant d'avoir pu changer la donne pour toute une génération? L'histoire montre que toute innovation sociale rencontre la suspicion. Mais c'est dans la persévérance et l'ancrage local que naissent les véritables révolutions. La tension monte. Si ce mouvement s'étend, c'est tout l'équilibre des pouvoirs et des récits jusqu'aux alliances internationales qui pourraient basculer. Mais si la dynamique s'étouffe, c'est bien plus qu'un camp qui s'éteint, c'est l'espoir d'un modèle africain forgé par et pour les Africains qui risque de disparaître. Les grandes puissances observent, hésitent. Faut-il soutenir, combattre ou simplement laisser faire? Et si, dès demain, votre école ou votre quartier osait semer la graine de sa propre souveraineté? Imaginez-le. Inutile d'attendre une révolution spectaculaire, ni l'aval d'une autorité lointaine. Tout commence par une décision, un geste posé ensemble, même modeste. À Waïgouya, une classe a décidé de nettoyer sa cour chaque vendredi. À Koudougou, des jeunes ont codé une application pour signaler les besoins du quartier. Au Faso-Mabo, la discipline n'est pas une sanction. Elle n'étouffe pas la liberté, elle en révèle une nouvelle forme. Lorsque l'on troque le confort facile contre l'effort partagé, on découvre que l'obéissance peut devenir responsabilité et l'habitude, source d'invention. C'est ainsi que la communauté découvre sa propre capacité à inventer d'autres solutions, loin du fatalisme.
Voyez les enfants du camp. Le matin, ils affrontaient la pluie sans rechigner. Mais l'après-midi, ils programmaient des applications, peignaient des fresques, plantaient des arbres fruitiers. Leur rigueur ne les enfermait pas, elle les libérait. C'est ainsi que la discipline devient un tremplin. On apprend à coder, à peindre, à faire pousser un verger, là où, hier encore, il n'y avait que de la poussière. Un enfant dit « Avant, je croyais que coder, c'était pour les autres. Maintenant, je veux créer une application pour aider les femmes du village à vendre leurs produits. » La souveraineté ne tombe pas du ciel, ni ne naît d'un coup d'éclat. Elle s'enracine ici et maintenant dans de petits actes répétés. Planter un arbre dans la cour d'école, nettoyer une salle de classe ensemble, bâtir un banc ou programmer un site pour le quartier. Dans ces gestes ordinaires, l'indépendance prend racine. On se réapproprie son espace, son savoir, son avenir. À l'image du mouvement Ubuntu en Afrique du Sud, qui a valorisé l'action collective comme moteur de changement, le Faso Mabo prouve que l'on avance ensemble ou pas du tout. Mais un piège guette, celui du confort, de la facilité, de la fatigue qui démobilise. Si on baisse les bras, la dépendance revient, sous de nouveaux visages. Passivité, attente, illusion de sécurité offerte par d'autres. On croit se protéger, mais c'est tout un continent qui reste prisonnier, incapable de briser le cycle imposé par l'histoire. Les exemples de stagnation abondent, l'Algérie des années 90, l'Égypte post-révolution, le Venezuela aujourd'hui. La seule réponse, c'est d'agir. Oublions les modèles importés, les permissions venues de Paris ou de Washington. La jeunesse du Faso l'a prouvé. Partir de presque rien, mais construire ensemble. Ce que des centaines d'enfants ont bâti en 10 jours à Ouagadougou est la preuve vivante. La souveraineté se construit, pas à pas, par l'effort partagé et l'imagination. Comme le dit un proverbe mahorais, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mais cette transformation, aussi fragile soit-elle, exige une vigilance constante. Car chaque avancée peut être remise en cause, si l'on oublie ce qui a été semé. L'histoire récente du Burkina Faso l'illustre. Chaque progrès doit être consolidé, chaque victoire célébrée, chaque échec analysé pour progresser encore. Voilà le choix. Rester immobile, c'est accepter que d'autres décident toujours pour nous. Mais agir, c'est ouvrir la voie à une génération qui ne quémandera plus, mais qui créera sa propre trajectoire, avec dignité et exigence. C'est le même esprit qui a permis aux pays baltes de retrouver leur indépendance par la révolution chantante. Une mobilisation pacifique, collective, créative. 10 jours. 408 enfants. Une souveraineté nouvelle. Resterez-vous simple spectateur, ou deviendrez-vous acteur de cette histoire qui se façonne devant vous? Et si ce modèle semait des idées neuves dans d'autres quartiers, d'autres villes, d'autres pays? Pas besoin d'un président ni d'une caméra. Il suffit d'un groupe déterminé à changer son coin de rue, à planter une idée dans son école, à coder une solution pour sa communauté. Chaque espace repris, même minuscule, est un pas de plus vers la liberté. Au Mali, des enseignants s'inspirent déjà du Faso Mabo pour lancer des semaines citoyennes, où enfants et adultes réparent ensemble les infrastructures du village. Aujourd'hui, le véritable choix n'oppose plus confort et discipline. Il est entre vos mains. Choisirez-vous de raconter cette histoire ou de l'ignorer? Rester du côté du silence ou rejoindre le camp de l'espoir, là où s'écrit l'avenir d'un continent tout entier? Chaque uniforme repassé, chaque salutation offerte, chaque fruit semé ou pixel codé fut un acte de résistance contre la dépendance héritée. Ce sont des enfants, oui, mais ils ont posé les premières pierres d'une dignité retrouvée, loin des regards étrangers, loin de la logique du vainqueur et du vaincu. Pour eux, le mot discipline ne rime plus avec soumission, mais avec liberté et création. Ce qui s'est joué ici dépasse l'exercice. C'est la naissance d'une souveraineté forgée dans la discipline, la responsabilité et la créativité. Là où l'Occident croyait voir un danger, le Faso Mabo a fait germer la promesse d'une Afrique maître d'elle-même. Comme en Asie du Sud-Est après la décolonisation, c'est par l'éducation et la mobilisation des jeunes que s'est amorcée la véritable indépendance. Regardez bien ce qui a changé. En moins de 2 semaines, des enfants jadis dits vulnérables ont prouvé, à la nation et au monde, que l'espoir ne tombe pas du ciel. Il se construit, pierre après pierre, geste après geste. Ils n'ont pas appris à obéir sans réfléchir. Ils ont appris à se lever,
ensemble, sous la pluie, pour oser être souverains sur leur propre sol. Ce n'est pas une révolution de façade, c'est une transformation profonde, patiente, durable. Le Faso Mabo l'a prouvé. La souveraineté commence dans les détails. Une place transformée, un verger planté, des mains tachées de terre, un chant dans la langue des ancêtres. Dans ces instants naît une Afrique qui refuse d'être définie par les peurs occidentales. À vous de choisir si vous voulez être du côté de l'histoire qui se répète ou de celle qui s'invente. Alors serez-vous le témoin silencieux d'une révolution tranquille ou choisirez-vous d'amplifier la voix de ceux qui bâtissent leur avenir? Le choix vous appartient. Serez-vous celui ou celle qui raconte, qui inspire, qui encourage, ou celui qui détourne le regard? Vous qui regardez, vous avez un rôle. Partager ce récit, c'est refuser le mythe du manque et du fatalisme. C'est affirmer que la jeunesse africaine n'a pas besoin d'être sauvée, mais d'être vue, entendue, accompagnée sur son propre chemin de renaissance. Il suffit parfois d'un mot, d'un geste, d'une vidéo partagée pour faire germer une graine là où l'on ne l'attendait plus. Le silence rassure, mais l'engagement inspire. À vous de décider. Et n'oubliez pas, chaque geste compte, même le plus petit, même le plus discret. Voilà ce que le Faso Mabo nous enseigne, et ce que l'Afrique attend de sa jeunesse, et de tous ceux qui croient en la possibilité d'un avenir forgé par ses propres mains.